reprise de débat. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. Depuis que j'ai été élu à la Chambre il y a 6 mois, je me suis entretenu, en particulier ou en petits groupes, avec des centaines de personnes de la circonscription de Laurentides-Labelle, où je suis né, où j'ai grandi, où je vis et où j'élève maintenant ma famille. Je peux vous dire que c'est toute une circonscription. Elle est 4 fois plus grande que l'île de Prince-Édouard ou 40 fois plus grande que l'île de Montréal. Elle compte presque autant de maires et de conseillers municipaux qu'il y a de députés ici dans la Chambre des communes. Pour bien comprendre les grands enjeux de la région et les solutions à y apporter, j'ai eu l'occasion de presque tous les rencontrer, tout comme j'ai pu rencontrer les représentants de dizaines de chambres de commerce, d'organismes de bienfaisance et d'organismes communautaires. Pas tous les enjeux qu'on a entendus sont dans le cadre de les budgets, comme par exemple la gestion des lacs. Mais ce budget fait beaucoup de chemin à améliorer la situation dans notre région. Dans le sud du comté, c'est-à-dire dans l'MRC des Pays d'en haut, où se trouvent Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Piémont, Estérel, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Sainte-Adèle, la population est plus concentrée et témoigne de la diversité de la région. Il s'agit de la dernière banlieue au nord de Montréal, une région touristique et de villégiature qui compte beaucoup de retraités. Il s'agit aussi d'un foyer en plein essor de technologies de pointe. C'est une région à la fois favorisée et défavorisée. Cette MRC est la seule du Québec qui n'a pas de centre sportif et récréatif pour les jeunes. C'est aussi l'une des régions du Québec où l'âge moyen de la population est le plus élevé. Lors du dernier recensement, la moyenne d'âge à Saint-Sauveur était de 54,7 ans. Le budget prévoit une importante bonification de supplément de revenus garantis qui éloignera 900 000 personnes âgées de la pauvreté. Il investira aussi dans les infrastructures récréatives. Il s'agit donc d'un excellent budget pour la région. Un peu plus au nord, la MRC des Laurentides compte 20 municipalités. Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Ivry-sur-le-Lac, Sainte-Lucie-des-Laurentides, où j'ai grandi, Lantier, Val-des-Lacs, Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Arundel, Barkmere, Montcalm, Saint-Rémy-d'Amherst, Brébeuf, Huberdeau, Mont-Tremblant, que la plupart des députés connaissent bien, Lac-Tremblant-Nord, La Conception, La Belle et La Minerve. Les intérêts économiques de cette région sont également diversifiés et trahissent un certain déséquilibre. L'économie se fonde principalement sur le tourisme. Les activités à faire dans la région ne manquent pas. La baignade, navigation de plaisance et activités de villégiature en été, ski de fond ou alpin ou motoneige en hiver, cabane à sucre au printemps, paysages colorés des montagnes à admirer en automne. Une bonne part des emplois y sont saisonniers. Les perspectives d'emploi ne sont pas toujours reluisantes pour les jeunes. Les changements que l'ancien gouvernement conservateur a apportés au régime d'assurance-emploi ont nui au développement économique. L'admissibilité des travailleurs saisonniers à l'assurance-emploi est passée d'environ 80 % à environ 20 %. À cause de l'absence de services Internet haute vitesse de qualité et du réseau cellulaire qui ne s'étend pas partout à l'extérieur des centres urbains, et souvent ne s'étendent même pas dans les centres de nos villages, il est difficile de retenir les jeunes dans la région et d'améliorer le bilan migratoire. Le budget commence à s'attaquer sérieusement à ces problèmes. Les modifications que nous apportons à l'assurance-emploi commenceront d'aider les travailleurs saisonniers de ma région à joindre les deux bouts. Comme la région des Laurentides est très touristique, les gens qui vivent sont particulièrement vulnérables aux fluctuations économiques. En période de relative prospérité, la région est très florissante. À l'inverse, le moindre ralentissement économique, il y a des énormes répercussions. Les répercussions de la conjoncture économique du pays y sont accentuées et nous avons besoin des outils nécessaires pour traverser les périodes difficiles. Au nord, la MRC d'Antoine-Labelle compte 17 municipalités. Rivière-Rouge, Nomineng, Lamacasa, l'Ascension, Lac-Sauguay, Lac-des-Écorces, Chute-Saint-Philippe, Lac-Saint-Paul, Mont-Saint-Michel, Sainte-Anne-du-Lac, Ferme-Neuve, Mont-Laurier, la plus grande ville de la circonscription, Saint-Amélie-du-Lac-des-Îles, Notre-Dame-du-Pomain, Notre-Dame-du-Lot, Lac-du-Serre et Kiamika. La région comprend aussi des milliers de kilomètres carrés de territoires non organisés. Cette MRC, d'une superficie de 10 000 km², est à la fois la MRC la plus vaste et une des plus défavorisées du Québec. Elle est surtout constituée de terres sauvages, de ZEC, de réserves naturelles et de parcs. Selon diverses estimations, l'économie se fonde à 80 % sur la foresterie. La crise forestière a porté un coup terrible à cette région, qui a été plus que durement touchée. La région a besoin d'investissements
mais elle a beaucoup d'obstacles à surmonter. En 1987, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, dans une manque flagrante de vision d'avenir dans le dossier du transport, a modifié la loi sur les transports qui a facilité l'abandon des lignes de chemin de fer. Les 2 années suivantes, des milliers de kilomètres de chemin de fer ont été abandonnés et démantelés. On m'a dit à l'époque que les 200 km de chemin de fer qui traversaient la circonscription de Laurentides-Labelle, qui a permis la construction et le développement de notre région, ont été vendus à une entreprise qui les a découpés et qui a ainsi transformé notre infrastructure régionale en millions de lames de rasoirs jetables. Et nous avons été chanceux parce que l'emprise ferroviaire a été conservée, ce qui a permis de créer la piste cyclable Le Petit Train du Nord, qui est extrêmement populaire. On estime que 1,4 million de personnes y circulent par année à vélo, à ski et au motoneige. Et je ne parle pas de nombre d'utilisations, mais de personnes qui l'ont emprunté. Il s'agit donc d'un attrait touristique fort d'une bonne partie du territoire. Par contre, la disparition du chemin de fer a terriblement nuit à l'industrie lourde. La région est reliée directement avec le sud et l'ouest de Mont-Laurier. On peut aller dans l'ouest du Canada en passant par l'Abitibi. On peut aussi aller vers le sud jusqu'à Ottawa ou à Montréal. La région doit toutefois surmonter un problème complexe dont bien des gens de ma circonscription me font part. La principale route traverse la MRC d'Antoine-Labelle et le 117, qui fait partie du Transcanadien. Une route construite par le gouvernement fédéral, mais administrée par les provinces. Si vous voulez vous déplacer ou envoyer vos marchandises de Montréal jusqu'à l'ouest du Canada sans passer le sud de l'Ontario, vous devrez passer par la MRC d'Antoine-Labelle. Cette section du 117 est très fréquentée. En effet, on estime qu'un demi-million de camions lourds l'empruntent à chaque année. Il s'agit d'une infrastructure essentielle, mais beaucoup d'accidents s'y produisent et il y a souvent des embouteillages. C'est très important. Sans chemin de fer, il n'y a pas d'autre possibilité. Dans certaines sections, l'obstruction d'une seule voie peut entraîner des détours considérables. Bien que ça s'appelle la Transcanadienne, cette route relève des provinces. Je me réjouis de constater que notre budget aiderait les provinces et les municipalités à investir dans leurs infrastructures essentielles. Je suis d'ailleurs impatient de voir les résultats de ces investissements qui étaient attendus depuis très longtemps. À long terme, j'espère aussi être un jour témoin du retour des chemins de fer dans la région rurale pour que nous puissions faire croître leur économie sans nuire à l'environnement. En plus des problèmes sociaux, économiques et d'infrastructures qui touchent à ma région, un autre problème les accentue, c'est-à-dire le grand retard de nos infrastructures numériques. Ce retard n'est pas seulement de quelques années, mais de toute une génération. C'est aussi ce retard qui aggrave nos problèmes et qui nous empêche de mettre des solutions en place. Des villes entières n'ont pas de service de téléphonie cellulaire. Des villes entières n'ont pratiquement pas de service Internet à haute vitesse. Et encore, aussitôt qu'on s'éloigne du centre-ville, plus rien. Cette réalité nous empêche de retenir les jeunes en région. Elle empêche l'arrivée de nouvelles entreprises. Elle ne permet pas le travail à distance. Elle nuit au développement économique. Elle accroît le fossé entre les régions urbaines et les régions rurales, ce qui est tout à fait inacceptable. De nos jours, l'accès à l'Internet, le vrai, haute vitesse, ne peut plus être réservé à quelques privilégiés, aux habitants des grands centres ou aux plus instruits d'entre nous. Non, l'accès à l'Internet est un droit pour tous les Canadiens et un service essentiel pour quiconque souhaite participer à la vie en société. Et notre rôle à nous, parlementaires, est de faire le nécessaire pour que ce service soit aussi facilement accessible que l'électricité ou l'eau courante. L'accès à l'Internet, Monsieur le Président, n'est plus une option, c'est la rythme par laquelle une communauté devient une société. Au-delà de toutes les autres raisons, c'est ce qui fait que je me réjouis des 500 millions de dollars que le gouvernement investira par l'entremise de son budget dans l'accès à l'Internet à large bande. Cet investissement permettra à au moins 300 000 foyers de plus de se brancher à l'Internet. Madame la Présidente, notre budget tient compte des besoins des régions rurales du Canada. Il nous fait faire un premier pas vers la disparition du fossé qui se creuse entre les régions urbaines et rurales depuis des générations. En plus de venir en aide aux membres de la classe moyenne et à ceux qui veulent en faire partie, notre budget aiderait les localités entières à participer pleinement à l'économie et à la société d'aujourd'hui. Et je salue le ministre des Finances et le gouvernement pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait en rédigeant ce document. Il s'agit d'un plan qui rendra notre pays plus inclusif, un plan qui redonnera l'espoir à des millions de Canadiens et un plan, Madame la Présidente, qui redonnera à ma région confiance en son avenir. Merci, Madame la Présidente. Questions and comments, questions et commentaires. L'honorable député de Sherbrooke.
Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue pour son discours, qui représente une circonscription, certainement une belle circonscription, qui rivalise presque avec celle des cantons, ceux dans les cantons de l'Est, que j'ai l'honneur de représenter aussi. Mais je voulais savoir, et quelque chose qui m'a intrigué dans son discours, il a mentionné le fait que l'industrie forestière avait traversé une crise. Alors, lorsqu'il a mentionné ça, je me suis demandé quelle solution il allait proposer, quelle solution il allait annoncer par rapport à cette problématique-là. Mais malheureusement, la mention de l'industrie forestière est arrivée à court de solutions lorsqu'il l'a mentionné dans son discours. Donc, je me demandais qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire, parce que dans le budget, de toute évidence, il n'y a rien sur l'industrie forestière. Donc, je me demandais comment il explique ça aux gens dans cette circonscription, qui vont donner leur confiance pour les représenter ici en cette Chambre, et que lorsque la première occasion arrive de trouver des solutions à cette industrie, il nous arrive avec un document qui n'en fait absolument pas mention. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. C'est clair que l'industrie forestière, la crise forestière n'a jamais été complètement réglée. C'est un enjeu que le gouvernement travaille très fort là-dessus. Les réponses ne sont pas finalisées, c'est clair, on sait tout ça. Ce n'est pas un enjeu qu'on va lâcher, c'est pas un enjeu que moi je vais lâcher dans mon comté. C'est très important pour nous. Il m'interpelle beaucoup là-dessus. L'état de l'économie est dépendant sur ça. On regarde des projets, on regarde des manières d'aider de toute façon. Puis on va continuer les efforts là-dessus. On va trouver une solution. Je n'en doute pas. Questions and comments, questions et commentaires. The honourable member for Barrie Innisfil. Thank you, Madam Speaker. I was wondering if I could get the honourable member to comment on the middle-class tax cut. Some would say it's probably the biggest fraud of this budget, but I certainly wouldn't use such harsh language. There are 1.6 million families that make $48,000 to $62,000 a year, and on average, those families are going to see a middle-class decrease or tax cut of about $51, and it goes up incrementally. 62 to 78,000, we'll see about $117. 124 to 166,000, $521. And then 166 to $211,000, we'll see a tax decrease of about $813. Now, granted, the top 1% of $211,000 will see an increase of $29.12, but as we found out from the parliamentary budget officer, a $1.3 billion deficit this year and then $8.9 billion over 6 years. So I'm asking the honourable member through you, Madam Speaker, how does he feel about giving himself, and how does the members of the Liberal caucus feel about giving themselves a bigger tax decrease than those families, those 1.6 million families who are making $48,000 to $62,000 a year? L'honorable député de Laurentides-Labelle. Mr. Speaker, I'm enjoying this question. If the Conservatives would like to talk about budget fraud, we've got about 100 and something years to look at in the Conservatives' history. Do the Conservatives know the last time a Conservative government went from a budget deficit to a budget surplus by any chance? I'm just wondering. The last one was John A. Macdonald, who managed to go from a deficit to a surplus in his time in office. And even he was a Liberal Conservative. So, Mr. Speaker, when the Conservatives talk about budget fraud, I'm really not sure. Who are they talking about? They're talking about their own long history of dishonesty in government. Thank you, Madam Speaker. Yes, I just want to say I am a Madam Speaker and not a Mr. Speaker. So, questions and comments, questions et commentaires. L'honorable député de Winnipeg North. Yes, thank you, Madam Speaker. I was inspired by the Conservative when he wanted to talk about feelings. And I'm wondering if maybe my colleague can talk about the feelings of a bill which actually gave the middle class of Canada a tax cut. And the Conservative members actually voted against a tax cut to Canada's middle class. Who's that middle class? Well, we're talking about teachers, firefighters, industrial workers, Madam Speaker, individuals from every region of our country that were given that tax cut, supporting Canada's middle class. My question to the member is, does he think maybe there's a few feelings across the way that are a little bit sore because they were forced to vote against a very progressive bill that ultimately gave a tax cut to Canada? Il ne reste pas beaucoup de temps, alors je t'alloue à peu près une dizaine de secondes pour répondre. Thank you, Madam Speaker.
I'm not really sure when the Conservatives gained an interest in the middle class. This is entirely new to all of us. Thank you, Madam Speaker. Député de Laurentides-Labelle.